Ici Copenhague, vous écoutez Lumière du Nord, des analyses et des interviews pour mieux comprendre le modèle danois. Je suis Sybille de Valence, journaliste française installée au Danemark depuis 2018. 70 jours, les négociations les plus longues de l'histoire du Danemark. Le pays a enfin un nouveau gouvernement. Mette Frederiksen, qui dirige le pays depuis 2019, entame un troisième mandat à la tête d'une coalition de centre-gauche inédite et historique, puisque c'est la première fois que les femmes sont majoritaires dans un gouvernement danois. Mais derrière cette image de stabilité nordique se cachent 2 mois de bras de fer, de trahison, de calcul et de revirement. Qui détient vraiment le pouvoir? Est-ce que cette coalition peut tenir? Et que nous dit cette séquence politique sur le Danemark d'aujourd'hui? Pour décrypter tout ça, nous recevons Marie-Louise Albert, ancienne correspondante pour Jyllands-Posten, l'un des grands quotidiens danois de référence, et aujourd'hui... Je suis analyste et responsable de la presse chez Think Tank Europa. Donc, basée à Copenhague, tu as vécu longtemps en France, tu connais très bien la politique française, et c'est à travers ce double regard franco-danois que tu vas nous éclairer sur sur cette formation de ce gouvernement. Donc merci Marie-Louise d'être là et bienvenue dans Lumière du Nord. C'est un plaisir. Tout d'abord, la grande question, pourquoi des négociations aussi longues et un peu laborieuses? Oui, c'est sûr, parce qu'on n'a pas l'habitude au Danemark d'avoir des négociations aussi longues, comme vous dites, 69 jours, c'est vraiment beaucoup, c'est historique. Alors, tout d'abord, c'est aussi parce que les Danois, ils ont choisi un parlement qui est vraiment très, très divisé. Il y a 12 partis, on n'a pas du tout l'habitude d'avoir autant de partis. Et du coup, pour trouver un accord gouvernemental, pour fonder un gouvernement, il fallait que plusieurs partis allaient coopérer ensemble. Et du coup, ces 4 partis-là, qui maintenant fait le gouvernement, qui ont fait un accord gouvernemental, c'est des partis aussi assez différents. Donc, il y a des partis qui vont de gauche jusqu'au centre-droite. Donc, c'est sûr que c'est des partis avec des différents sujets, des différentes choses qu'ils allaient mettre en premier. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris vraiment beaucoup de temps aux 4 partis à trouver un accord. Alors, on a vu, effectivement, ça a été un véritable feuilleton, ces négociations. On a eu d'abord Mette Frederiksen en meneur des négociations. Après, il y a eu un revirement où on a vu apparaître Troels Lund Poulsen, qui est le chef de Venstre, le grand parti libéral, et qui, lui, a échoué à constituer une coalition. Oui. Et puis, Mette Frederiksen est revenu. Est-ce que tu peux un peu nous dire en quelques mots ce qui s'est passé? Alors, je pense dès le début, au niveau tactique, oui, bien sûr. Dès les débuts, même si la partie de Mette Frederiksen, les sociaux-démocrates, ils n'ont pas gagné autant de sièges au Parlement comme avant. On a quand même cru que ça allait être Mette Frederiksen qui allait gagner, si on peut dire comme ça, les élections et devenir pour la 3e fois la première ministre du pays. Après, c'est sûr qu'elle aussi, elle l'a dit plusieurs fois pendant ces 2 mois-là, que ça aura été une tâche hyper difficile parce qu'elle doit coopérer avec des partis qui ne sont pas du tout d'accord sur des grands thèmes, l'immigration, l'économie, politique, sociale. Je peux dire encore plus. Alors, c'est sûr que pour elle aussi, ça a été les plus dures négociations pour elle aussi, pour fonder un gouvernement. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu au début, c'était Mette Frederiksen qui avait... elle avait essayé pendant plusieurs mois à se mettre d'accord. Il y avait Løkke, maintenant c'est le chef du parti Les Modérés, mais c'est un peu lui qui a eu il a été le faiseur de roi, si on peut dire comme ça. Et lui aussi, à un moment, il a dit non, mais ça va pas, je peux pas coopérer avec la gauche comme ils veulent, je suis pas d'accord avec le projet. Je vais essayer avec le parti de Venstre, donc les libérales à droite. Et ça n'a pas marché non plus. Et finalement, Løkke, comme il a été le faiseur de roi, il a dit les partis avec lesquels je peux travailler pour fonder un gouvernement, pour avoir un ministère aussi. C'est sûr que Løkke, il a voulu être un ministre aussi, c'est sûr. C'est des partis à gauche. Et c'est sûr que c'est Mette Frederiksen qui a été première ministre
depuis très longtemps maintenant. C'est son 3e mandat maintenant, que c'est elle qui allait prendre le lead sur ça. Alors pourquoi Venstre n'a pas voulu former un gouvernement? Oui, alors Venstre a fait partie du gouvernement précédent et finalement il y a Troels Lund, donc vous parlez, qui est le chef de parti, qui était ministre de la Défense. Et il a bien aimé être ministre, c'est sûr, il a bien aimé avoir les pouvoirs, mais en fait, finalement, si tu regardes des sondages et tout, ce gouvernement précédent, il n'a pas du tout été aimé par les Danois. Et donc, on parlait aussi, comme le parti de Mette Frederiksen, qui a eu un très mauvais score pendant les élections, c'est pareil pour Venstre. Et du coup, pour Venstre, de rentrer dans son gouvernement à nouveau, avec les modérés et avec Mette Frederiksen, ça allait casser l'image complètement de Venstre et de Troels Lund Poulsen. Donc en fait, il a dit assez rapide aussi après les élections qu'il ne voyait pas du tout travailler avec Mette Frederiksen à nouveau pour fonder un gouvernement. Et c'est un peu là où lui, il a fermé la porte pour un gouvernement qui partage le droite et la gauche, comme Lars Løkke Rasmussen, il avait dit que c'était vraiment le gouvernement que lui, il voulait, un gouvernement comme avant, les précédentes années, et qui travaillait au centre pour avoir tous les intérêts et je veux dire une période aussi pour le Danemark où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. On parle beaucoup de la défense, on parle beaucoup de l'Europe qui doit être indépendante et tout ça. Et finalement, c'était vraiment, je veux dire, trop risqué. Et il y a même des commentateurs danois qui disent que ça allait être le mort pour le parti Venstre s'ils allaient à nouveau fonder un gouvernement avec Mette Frederiksen et Lars Løkke. Donc en préparation des prochaines élections, ils se mettent en chef d'opposition. Oui, voilà. Finalement, il s'est super bien positionné par rapport à ça maintenant. Parce qu'en fait, il a essayé pendant toutes ces négociations-là, il a essayé de parler avec Løkke sur le fait regarde, nous, on a envie de faire un programme économique comme vous voulez. Regardez-nous, vous pouvez faire un gouvernement avec nous parce que vous pouvez avoir toutes les choses que vous aimeriez bien avoir avec l'économie et tout ça avec nous, dans son gouvernement avec nous. Et en fait, finalement, Løkke, il a dit non. Il est allé vers Mette Frederiksen. Il a obtenu la ministère des Affaires étrangères. Maintenant, il fait partie du gouvernement de Mette Frederiksen. Mais du coup, maintenant, pendant des prochaines années, il y a Troels Lund Poulsen avec son parti et les autres partis aux droites qui puissent dire à Løkke, mais pourquoi vous ne voulez pas un gouvernement avec nous ? Vous auriez eu encore plus des choses dans notre programme par rapport à l'économie. Alors justement, Lars Løkke Rasmussen, donc c'est le grand retour. Alors on dit plutôt l'éternel retour. Oui. Il revient en permanence. Donc cet ancien Premier ministre, chef des modérés, l'homme clé de la coalition, comme tu disais tout à l'heure, il était à une popularité quasi nulle à l'automne dernier. Et puis la crise du Groenland est arrivée et elle lui a autant profité qu'à Frederiksen en réalité. Comment expliquer ce retour spectaculaire et qu'est-ce que ça dit sur ce moment particulier au Danemark ? Oui, alors c'est sûr que ce moment a été vraiment très particulier et le rôle de Lars Løkke Rasmussen aussi. Il a été Premier ministre aussi avant. Il a beaucoup d'expérience. Et je pense que quand il y a eu cette crise avec le Groenland, il s'est vraiment montré comme un homme d'État. C'est lui qui est allé aux États-Unis pour avoir ce fameux meeting avec Vance et d'autres de l'administration Trump et tout. Et il s'est vraiment... C'était pas lui le chef de l'État, c'était Mette Frederiksen. Mais son rôle et son expérience... Et j'ai même entendu beaucoup de Danois dire, et aussi des commentateurs politiques, que si on allait choisir un homme au Danemark qui allait faire ça, ou une femme, mais lui, il était vraiment fait pour faire ça. Finalement, il a bien terminé, si on peut dire comme ça, parce qu'on n'a pas eu une épisode comme Zelensky qui était chez Trump, et ils ont discuté pendant des longues minutes, ça a été diffusé partout dans le monde. Donc finalement, il a bien géré la situation. Et en fait, on a vu ça dans les sondages, que finalement, quand il y a une crise comme ça, beaucoup de Danois, même s'il y a beaucoup de Danois qui n'aiment pas du tout Løkke non plus, il a une histoire quand même très controversée aussi,
finalement, je pense que les Danois, ils se disent, on a confiance en lui, c'est un homme d'État, c'est un homme qui sait bien faire. Pour lui, c'était le moment parfait parce que c'était juste avant les élections. Et c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il a eu ce rôle d'homme clé dans la négociation aussi pour fonder un gouvernement. Alors, comme tu disais, il conserve le ministère des Affaires étrangères. Il s'est un peu murmuré qu'il rêvait des finances. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est sûr que Mette Frederiksen, autant que Premier ministre, elle a aimé avoir un de ses disciples à la ministère des Finances. Et je pense qu'il n'a pas gagné ce bras de fer, on peut dire. Mette Frederiksen, elle a obtenu le ministre là, à la Défense comme avant. C'est une autre... finance. Juste à la Finance, oui. Après, on voit bien que Løkke, il a quand même... c'est un super ministère qu'il a eu, super dans le terme que c'est pas uniquement les affaires étrangères, si on peut dire comme ça. C'est aussi les affaires de l'Europe, c'est aussi des accords commerciaux, c'est aussi tout ce qui est politique et développement aussi. Donc en fait, au lieu d'avoir, par exemple, dans le nouveau gouvernement, on voit qu'il n'y a pas de ministre de l'Europe, c'est lui aussi qui va s'occuper de ça. Et donc finalement, s'il n'a pas le ministère de Finances comme il voulait, il a quand même un ministère qui est super grand, il va avoir énormément de dépendance, je pense, par rapport au Premier ministre, mais aussi il va avoir énormément d'influence sur tout ce qui se passe au niveau du gouvernement quand il s'agit des affaires étrangères. Ouais, alors justement, tu évoques le point. En fait, au Danemark, une coalition produit un programme de gouvernement très détaillé. C'est un gros document où il passe beaucoup d'heures à rédiger et qui engage tous les partenaires. Tu as commencé à l'évoquer, mais comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça dit sur la façon dont les Danois font de la politique ? Oui. Alors, et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une grande différence avec la France et le Danemark. Parce qu'au Danemark, on a l'habitude, c'est dans notre culture, c'est dans l'histoire, qu'on peut très bien parler, discuter et faire un accord gouvernemental avec d'autres partis. Et aussi des partis qui sont vraiment très différents. On voit ça avec le gouvernement maintenant qui va de gauche au centre-droite. Et c'est ça qu'on a dit pendant des longs mois de négociations, c'est ça qu'on a vu, c'est qu'en fait, ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps de discuter tous les sujets. Si on regarde bien les documents, là, comme vous dites, c'est hyper long. Il y a une politique sur l'économie, sur le social, sur les affaires étrangères, sur l'Europe, sur les pesticides, sur, je pourrais dire, quasiment n'importe quel sujet. Intelligence artificielle, les finances et tout ça. Il y a vraiment de tout dans ce programme. Et c'est sûr qu'ils ont voulu faire ce programme pour éviter de ne pas avoir trop de questions sur « mais vous êtes 4 partis très différents, comment vous allez faire sur ce sujet-là » ou qui vont être responsables si ça ne va pas ou des choses comme ça. Donc, c'est une sorte de garantie pour le gouvernement pour dire « bon, on a ce cadre-là, tout le monde est d'accord pour travailler dans ce cadre-là ». Après, si je peux rajouter un petit truc ici, c'est que c'est là aussi où c'est très intéressant parce que sûr, il va y avoir des discussions et des choses qui vont mal se passer quand il va y avoir des problèmes avec des choses dans le programme où les partis ne sont pas complètement tout à fait d'accord sur comment avancer sur ce sujet, tel et tel sujet. Et c'est là où je trouve que ça va être très, très intéressant de voir quand le gouvernement commence vraiment à travailler et avoir des conflits. Alors du coup, qui sera l'homme pour résoudre ça ou la femme pour résoudre ça? Ou est-ce que ça va créer vraiment des tensions au niveau du gouvernement? Même si c'était très, très long et qu'on attendait vraiment que le gouvernement se forme, vous n'avez à aucun moment douté. Il était certain que, pragmatique comme vous êtes... Oui. Quelque chose, un gouvernement. Tout à fait. Ça, c'est mon avis, oui. Mais c'est sûr qu'il y a eu quelques embrouilles sur le fait est-ce qu'on aura des nouvelles élections si jamais ça ne marche pas. Mais personne au Parlement a eu envie de faire ça. Et je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est dans notre culture, c'est dans notre façon de faire de la politique au Danemark. C'est de négocier et de trouver des accords où on prend quelque chose ici, on donne quelque chose ici. Et en fait, c'est tous les partis politiques qui savent que c'est ça qui est important pour un gouvernement. C'est aussi de pouvoir
travailler. Et, bien sûr, on a des électeurs qui ont voté pour eux et qui veulent qu'ils fassent les choses qu'ils disent dans leur programme. Mais les électeurs aussi, les Danois savent aussi qu'il faut faire des compromis pour avancer. Et je pense que ça, c'est dans la culture du Parlement, du gouvernement, mais les Danois acceptent ça aussi. Et en France, je trouve qu'il y a vraiment, je ne sais pas si clivage, c'est le bon mot, mais il y a culture d'affrontement aussi entre les partis, au lieu de se dire que finalement, toi, tu as été sélectionné par les Français, toi aussi, il faut mieux collaborer. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer le pays? Et je pense que, mais ça, c'est particulier avec le Danemark aussi, parce que je pense que c'est pas juste la France, c'est d'autres pays aussi qui ne comprennent pas tout à fait cette culture et comment ça peut autant bien marcher. Alors, ce programme est ambitieux. Sur l'environnement, le social, la défense. La question qui fâche, c'est un peu comment on finance tout ça. Oui, voilà. Ça a vraiment été tous les commentaires politiques. C'est la première question qu'ils ont posée au ministre quand il y a eu la conférence de presse après que le gouvernement a été fondé. Et ça, c'est vraiment la grosse point noir, si on peut dire ça, dans l'accord gouvernemental. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Et ça aussi, ça va être l'un des enjeux où il faut vraiment regarder de près parce que le gouvernement dit beaucoup de choses. Ils veulent être le gouvernement le plus vert que possible. Ils veulent faire ils veulent faire ça au niveau de l'économie, au niveau de taxes, au niveau de l'agriculture. Il y a vraiment beaucoup de promesses. Et finalement, comment le gouvernement va payer pour tout ça? Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut qu'on attende un petit peu plus pour voir. Mais c'est sûr que surtout la presse danoise aussi, mais aussi des partis dans l'opposition qui vont être très, très focalisés là-dessus. Parce que si on regarde l'accord du gouvernement maintenant, c'est difficile de voir comment ils vont financer tout ça. Parce que d'un côté, on a donc, comme tu dis, le gouvernement peut-être le plus vert de l'histoire. Oui. Cependant, ils ont enterré le ministère vert. Oui. Die Grüne Treepart. Oui. Alors, peut-être si on regarde de l'extérieur, c'est une particularité qu'il n'y a plus ce ministère-là. Mais en fait, si on regarde la liste des ministres, on voit qu'il y a 4-5 ministres qui ont une ministère où il y a une partie de ce fameux programme vert ou le chemin vert qu'ils ont envie de prendre les partis ensemble. Et en fait, il a été un peu partagé entre plusieurs ministères. Et je pense que à la fois, c'est parce que tous les partis voulaient une part de pas uniquement responsabilité, mais aussi de force pour pouvoir décider sur les choses qui vont être très importantes pour l'avenir, pour l'écologie, tout ce qui est climatique et tout ça. Donc en fait, selon moi, je pense que ça a été un peu partagé entre plusieurs ministères. Parce que là encore, tu reviens, parce que là, donc on a 21 postes ministériels. Pour les Danois, c'est beaucoup. En fait, je pense qu'il y a même des commentateurs qui ont cru que ça allait être encore plus. Mais okay. C'est sûr que c'est beaucoup, mais finalement, c'est pas. On a eu des gouvernements, il y en a eu plus. Mais c'est aussi lié au fait qu'on est dans de la négociation. Donc, tu rentres au gouvernement, voilà. Tu me donnes tes voix, je te donne ce poste, oui. Je te donne un peu de vert. Oui. C'est ça le... Oui. Et on le voit avec le vert, on le voit avec l'économie. Il y a plusieurs ministres des différents partis aussi qui ont eu en part de l'économie aussi dans leur poste de ministère, en fait. Donc, je pense que ça, c'est lié aux négociations et que tous les chefs de parti, des 4 partis qui font le gouvernement, ils voulaient un part du gâteau. C'est sur mesure. Oui, chaque ministère est vraiment sur mesure. C'est ça. Mais c'est aussi pour ça que ça a pris autant de temps. Alors, du coup, alors on venait sur les hommes et les femmes clés de ce gouvernement. Justice et finances, c'est les 2 postes les plus importants, les plus puissants du gouvernement. Ils sont entre les mains de... entre les mains des social-démocrates. Voilà, c'est ça. Mais c'est là où il y a eu une grosse surprise quand même. Oui. Alors, donc, depuis plusieurs années, c'est Nicolai Vammen qui a été un peu considéré comme le deuxième dans le parti de Mette Frederiksen. Et c'est lui qui a eu ce poste de la ministère de la Finance. Et en fait, finalement, là, le nouveau gouvernement,
c'est le plus jeune homme qui s'appelle Homelgaard, qui est devenu le ministre de la Finance. Et là-dedans, il y a beaucoup de gens qui voient, mais en fait, Mette Frederiksen, elle a mis Homelgaard sur ce ministère-là, parce que dans Homelgaard, elle veut que ça soit Homelgaard qui hérite le parti, en fait. Et même si Mette Frederiksen et tout le monde dans le gouvernement, et surtout la partie social-démocrate, a dit non, mais c'est pas du tout pour ça. Elle a expliqué, Mette Frederiksen, que c'était parce que tous les ministres allaient avoir un nouveau domaine. Ils allaient essayer d'autres choses et allaient avoir d'expérience dans des domaines différents. Finalement, tout le monde lit là-dedans qu'en fait, elle a choisi son successeur dans Homelgaard et pas Wammen. Oui, parce que c'était les deux rivaux. Oui, voilà, c'était les deux rivaux dans la partie de Mette Frederiksen. Oui, Homelgaard est un peu surnommé le Crown Prince. Oui, voilà, c'est ça qu'on dit. Le prince héritier. Il est un peu plus jeune que Wammen, mais il a déjà une grosse expérience aussi. Il a été ministre plusieurs fois. Mais c'est sûr que le ministre de la Finance, c'est quand même l'un des plus gros, prestigieux métiers qu'on peut avoir. Et les Danois étaient surpris parce qu'ils ont échangé les postes à la dernière minute, en fait, entre les deux rivaux. Oui, je pense qu'il n'y a personne qui l'avait vraiment vu. Et je pense même, là, il y a beaucoup de spéculations là-dessus, mais apparemment, il y a beaucoup des gens dans la social-démocratie maintenant qui sont un peu fâchés parce que les gens qui voulaient que ça soit Wammen, qui sont plutôt pour que ça soit Wammen qui va hériter après Mette Frederiksen, ils n'ont pas du tout vu ça venir. Et la même chose avec Homelgaard, c'est surtout que ses supporters, si on peut dire comme ça, sont très contents. Après, ce qui est encore, si je peux rajouter un truc qui est très intéressant, c'est le fait que ça aussi... ça nous a fait parler beaucoup de Mette Frederiksen et son futur, parce que finalement, il y a très peu de gens qui pensent qu'elle va rester au poste pendant les prochaines 4 années, avant les nouvelles élections la prochaine fois. Et ça, c'est assez étonnant, parce que souvent, Mette Frederiksen, maintenant, elle est parmi... il y a eu des sondages pour des médias européens aussi qui disent qu'elle est parmi les plus... les femmes les plus fortes maintenant en Europe. Elle est très engagée dans la guerre en Ukraine. Elle est très bonne amie avec la chef de la commission, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron aussi. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle va partir. Elle ne va pas finir son terme au Danemark. Elle va partir avoir un autre travail, un grand poste dans l'Union européenne ou à l'international. Et c'est pour ça aussi que c'est très important et très intéressant de parler de ses rivaux dans le parti, de son parti, pour aussi savoir mais qui va être le chef du parti après Mette Frederiksen. Elle cherchait à verrouiller sa succession. Oui, voilà. Ouais. Et elle sort, effectivement, ça a été assez frappant de la voir extrêmement souriante à la sortie des négociations. Pourtant, son parti venait quand même de réaliser son pire score depuis plus de 100 ans. Comment on lit ça ? C'est une victoire pour elle ou c'est une défaite maquillée en succès ? Sachant qu'on dit d'elle que c'est une politicienne redoutable, difficile à côtoyer. Oui, alors je dirais les deux en fait, parce que c'est sûr que c'est une victoire. C'est très rare qu'au Danemark on a une ou un Premier ministre qui reste 3 termes comme elle l'a fait. Si elle reste tous les termes, ça va être historique. Il n'y a personne qui a eu le poste aussi longtemps qu'il y a très longtemps. Après, c'est sûr qu'elle essaye de cacher un peu que son parti n'est pas le plus grand parti comme avant. Mais alors, oui, comment dire ça ? Moi, je trouve que c'est normal qu'elle sourie aussi. Parce que moi, je dirais, c'est quand même c'est un bon programme. Bon, dans le terme, c'est tellement travaillé, ce programme, cet accord gouvernemental. Elle a réussi quand même à avoir le parti de SF très à gauche et les modérés de Lars Løkke, qui est quand même centre-droite, à travailler ensemble. Et aussi, pour que le gouvernement ne tombe pas, il fallait aussi avoir les points de vue de l'extrême gauche, si on peut dire ça, parce que si l'extrême gauche ne supporte pas le gouvernement, ils n'allaient pas avoir assez de mandats pour avoir un gouvernement.
Donc, c'est vraiment un travail très méticuleux. D'horloger. Oui, Ouais. voilà, qui fait qu'il a pu fonder ce gouvernement. Mais après, à voir. Bon, c'est une chose de fonder un gouvernement, et ça a été dur, mais après, il faut voir comment le gouvernement fonctionne. Ouais, et ça, on ne sait pas encore. Alors le SF, effectivement, le Parti socialiste a fait campagne à gauche. Il va devoir avaler une politique économique plus libérale, qui devra faire des choix économiques difficiles. C'est le dilemme un peu de toute la gauche européenne aujourd'hui au pouvoir. Pia Olsen-Dyr, sa chef, peut aller jusqu'où au sein de ce gouvernement sans se brûler auprès de sa base, sachant qu'elle a pris en plus l'économie, qui n'est pas vraiment son terrain de jeu favori. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est un ministère assez prestigieux aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il fallait. Oui, il fallait. Après, elle est vraiment très bonne amie avec Mette Frederiksen. Elle travaille depuis des années en étroite collaboration. Alors, c'est sûr que pour elle, ça c'est l'enjeu vital pour elle, qu'elle ne perde pas sa base électorale. Après, moi, je trouve aussi ça fait une dizaine d'années que le SF ne fait pas partie du gouvernement. Et ça fait des années déjà qu'on parle le fait que c'est assez sûr que le SF va avoir envie de prendre le pouvoir à nouveau. Donc, à mon avis, je pense que parmi les électeurs maintenant, il y a on a eu envie que SF fasse partie du gouvernement pour prendre du pouvoir, pour avoir plus la responsabilité. Après, je pense que SF a quand même bien gagné au niveau de tout ce qui est... ils ont eu un ministre qui s'occupe de l'enfant, par exemple. Ça, c'est l'un de leurs priorités le plus évoqué. Ils ont aussi, en parlant de tout ce qui est le vert, donc là aussi, ils ont le transport aussi, mais surtout sur la politique verte et tout ça, c'est aussi leur voix qu'on voit dans plusieurs ministères. Donc, à mon avis, c'est sûr que l'économie pour Pia Olsen-Dyr, il faut voir comment elle se batte avec Lars Løkke Rasmussen par rapport à ça. Ils sont un peu opposés. Oui, ils sont un peu opposés et c'est quand même les deux partis les plus opposés dans le gouvernement. Après, ce qu'ils ont dit après que le gouvernement a été fondu, c'est qu'ils allaient trouver des accords, ils allaient être pragmatiques et tout ça, mais à voir comment ça va se jouer en réalité. Alors, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure par rapport au nouveau super ministère de Lars Løkke Rasmussen, où tu mettais effectivement en évidence de quelle manière est-ce que la crise internationale a nourri ces élections et le repositionnement du Danemark dans le monde. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, tout ce qui se passe dans le monde, ça n'a pas vraiment on n'a pas parlé de ça pendant la campagne électorale, en fait. Après, si on regarde l'accord gouvernemental, je pense que l'Europe, donc le mot Europa, c'est mentionné une trentaine de fois. Donc, ça veut dire quand même que tout ce qui est l'enjeu international et tout ça, c'est très important aussi pour le nouveau gouvernement. Et c'est devenu encore plus important avec tout ce qui s'est passé avec le Groenland. Une autre chose qui est très intéressante dans les documents, l'accord du gouvernement, c'est aussi que les États-Unis, c'est écrit que 2 fois. Donc en fait, finalement, ça montre aussi à quel point que le Danemark avec Mette Frederiksen et Lars Løkke Rasmussen, ils regardent vers l'Europe au lieu de regarder vers les États-Unis. Et pour les gens qui ne connaissent pas très bien le Danemark et pour la France, c'est différent parce que, je veux dire, la France, vous avez toujours été pour une très forte Union européenne et pour plus de souveraineté européenne. Mais au Danemark, en fait, c'est particulier tout ce qui se passe avec la relation avec les États-Unis. Et en fait, au think tank où je travaille, Think Tank Europa, on a fait des sondages là-dessus et on regarde à quel point les Danois aussi sont très intéressés par avoir encore plus proche des alliés européennes au lieu des Américains. Et on voit à quel point la confiance aux États-Unis, ça chute énormément. Mais par exemple, un pays comme la France, il y a un an, c'était 7% qui disaient qu'ils aimeraient bien avoir
une collaboration étroite avec la France. Et cette fois-ci, cette année où on a fait les sondages, c'est plus que 30% Wow. qui préfèrent qui préfèrent bien travailler avec la France. Donc là aussi, on regarde, et ça aussi, je pense que c'est lié au fait que la France a vraiment été un pays qui a très vite et beaucoup supporté le Danemark dans ce conflit avec le Groenland et avec les États-Unis. Mais c'est juste pour vous donner un exemple sur le fait que le nouveau gouvernement danois, ils ont envie de gagner plus de souveraineté pour l'Europe et leur regard est fixé vers l'Europe et les capacités de l'Europe et pas et pas les États-Unis. Donc ça, je pense que ça, c'est assez particulier aussi. C'est très intéressant. Alors, pour la première fois dans l'histoire du Danemark, les femmes sont majoritaires au gouvernement. En France, on en est loin. Comment le Danemark en est arrivé là? C'est si naturel, en fait, parce que c'est sûr qu'on a eu des unes aussi dans les journaux danois après que le gouvernement a été fondu sur ce sujet-là. Mais finalement, ça fait longtemps qu'on a beaucoup de femmes qui font de la politique. On n'en parle pas énormément parce que c'est une évidence. Et on va faire confiance en ce gouvernement à trouver une façon de travailler ensemble. Oui, on espère qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Merci beaucoup Marie-Louise. Je vous en prie. Pour Lumière du Nord aujourd'hui, les journalistes Camille Bavolert et Cybille de Valence. Musique par le groupe Les Garçons.